C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, le bilan d'une semaine qui aura été un peu plus agitée que les précédentes sur les marchés globaux, sur les marchés d'actifs risqués, avec ce phénomène de retracement des indices actions qu'on a pu observer sur 2-3 séances, avec des baisses du pic au creux qui se sont étalées entre 2, 3 et 4%. La dernière séance de cette semaine vient corriger en partie ce retracement et de manière assez nette même, puisqu'on voit un CAC 40 et des indices européens qui accélèrent en cette fin de séance avec un rebond de 1,5% quasiment pour le CAC 40 qui revient très nettement au-delà du niveau des 7300 points. On aura vu au plus bas cette semaine sur le CAC 40 Cash un niveau autour de 7200 points, 7330 points et quelques en cette fin de séance. Voilà qui permet de corriger effectivement un petit peu la baisse hebdomadaire qu'on enregistrera néanmoins sur les actions européennes, notamment parmi les faits marquants de la semaine qui ont entretenu le rebond des marchés. Évidemment, le thème de l'IA générative qui fait exploser les compteurs d'NVIDIA. On l'a vu sur la séance d'hier, on aura l'occasion d'en reparler peut-être avec nos invités. Est-ce que ce thème de l'IA générative est avant tout un sujet spécifique qui concerne quelques entreprises, des méga caps américaines dans le secteur de la technologie, ou est-ce que c'est un thème de marché plus large, plus profond, voire peut-être un thème macroéconomique pour demain avec la question de la productivité, évidemment que ça peut soulever. Parmi les autres faits marquants de la semaine, le marché obligataire qui aura débattu, discuté tout au long de la semaine du concept de pause vendue par la Réserve fédérale américaine, une pause qui semble déjà prise à revers entre les minutes du FOMC qui ont été publiées cette semaine et la série de bonnes statistiques qui se poursuit quand même dans une certaine mesure aux États-Unis après les bons chiffres d'emploi pour le mois d'avril, les bons chiffres de consommation. On a vu encore des enquêtes dans les services qui étaient très fortes aux États-Unis pour le mois de mai, et puis les dépenses personnelles de consommation pour le mois d'avril qui ont été publiées en ce début d'après-midi, qui montrent là aussi toujours une résilience, une belle résistance de la consommation américaine. Et l'indice des prix attachés à ces dépenses personnelles de consommation, lui, montre de facto une inflation un peu plus gluante encore que ce qu'on pouvait peut-être imaginer. Et au final, le marché est poussé à réviser le calendrier de la pause et de la prochaine baisse de taux pour la Réserve fédérale américaine. Le prochain mouvement, d'ailleurs, que le marché imagine, sera plutôt un mouvement encore à la hausse, peut-être dès le prochain meeting de la Fed, 13 et 14 juin, ou celui d'après, qui se tiendra les 25 et 26 juillet. Discussion à suivre avec nos invités de Planète Marché. Et puis dans le dernier quart d'heure, comme chaque dernier vendredi du mois à 17h45, nous recevons Michel Rumi, économiste associé de SPAC, pour un décryptage économique qui nous emmènera dans le domaine de la démographie, avec le lien qu'on peut créer entre la démographie et la croissance et l'inflation. Bien sûr, ce sera à suivre à partir de 17h45 dans Smart Bourse. Mais d'abord, tendance mon ami, les infos clés du jour sur les marchés en cette fin de séance en Europe avec vous, comme chaque soir, Alix Nguyen, et une dernière séance cette semaine qui permet au marché de corriger un peu la baisse des derniers jours avec une belle hausse pour les actions européennes. Oui, même chose pour la bourse de New York qui amorce la séance en nette hausse et espère un accord bipartisan sur le relèvement du plafond de la dette américaine. À cet effet, le secrétaire adjoint au Trésor, Wally Adeyemo, a déclaré que les discussions entre négociateurs progressaient. On remarque que les prix du pétrole remontent après une semaine volatile. Le marché a décidé de faire fi des données macroéconomiques du jour. Les chiffres des revenus et des dépenses du consommateur américain montrent une hausse plus marquée qu'anticipée de la consommation, mais surtout une accélération des indices d'inflation PCE, global et core. L'inflation core PCE a progressé de 4,7% sur un an. Sur base mensuelle, la progression est de 0,4%. Autre donnée américaine
américaine du jour. Les commandes de biens durables ont poursuivi leur hausse en avril pour le deuxième mois consécutif. Une hausse que l'indice doit aux équipements de transport. Le montant total des commandes est en hausse d'1,1% par rapport au mois de mars. Et puis le thème de l'IA générative qui a pris son envol cette semaine avec l'explosion du cours de bourse de Nvidia, bien sûr, mais d'autres valeurs surfent dans le sillage d'Nvidia sur l'essor accéléré de l'intelligence artificielle générative Alix. On peut évoquer aujourd'hui le titre Marvell Technology sur le marché américain. Et oui, son action décolle. La société anticipe pour cette année le doublement du chiffre d'affaires de son activité de puces d'intelligence artificielle. Côté valeurs européennes, un tribunal de Singapour a ordonné à Crédit Suisse de verser 926 millions de dollars à l'ancien Premier ministre géorgien Bidzina Ivanishvili pour avoir échoué à protéger ses actifs. Enfin, un mot de la situation spéciale Casino Rallye avec une chute du titre Casino aujourd'hui après 3 jours de suspension. Et oui, l'action de sa maison mère Rallye dégringole aussi. Le groupe de distribution nous apprenait ce matin l'ouverture de négociations officielles avec ses créanciers visant à résoudre ses difficultés financières. Casino et le groupement Les Mousquetaires ont par ailleurs signé un protocole pour étendre le champ de leur partenariat. Lundi, la bourse de Paris ouvrira ses portes malgré le jour férié de la Pentecôte. Wall Street, en revanche, sera fermée à l'occasion du Memorial Day. Tendance, mon ami. Chaque soir, les infos clés de marché, le résumé de la séance avec Alix Nguyen en ouverture d'émission à 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Olivier Ringard est avec nous, le directeur des investissements de Neuflize OBC. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Cyriac Dayan d'être avec nous également ce soir. Bonsoir Cyriac. Bonsoir. Vous êtes gérant diversifié chez Sanso IS et Nicolas Gottsman qui nous accompagne également. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Vous êtes responsable de la stratégie macro à la financière de la Cité. Une semaine qui aura été chargée avec pas mal de sujets importants pour les investisseurs. Commençons peut-être par cette discussion permanente dans les marchés obligataires sur le concept de pause qui a été vendu par la Réserve fédérale américaine, Jérôme Powell en tête lors du précédent meeting de début mai. Est-ce que la pause est déjà prise à revers? Est-ce que c'est déjà la fin de la pause avant même que cette pause ait pu exister, Nicolas? Alors, si on prend la réunion importante, la dernière réunion importante, c'était le mois de mars où la Fed a publié ses projections macro pour l'année et pour les années suivantes. Donc ça n'a que 2 mois. La projection de PIB pour les États-Unis pour l'année 2023, c'était 0,4%. Or, entre-temps, on a eu la publication du T1, on disait déjà 0,3, et pour l'instant, les estimations qui sont faites par la Fed d'Atlanta prévoient 2,9 en annualisé pour le deuxième trimestre, ce qui nous ferait porter le PIB à 1,1% pour la totalité de l'année, alors que leur prévision était de 0,4, encore une fois, il y a seulement 2 mois. Et ce qui veut dire que, selon leurs projections, en fait, on serait déjà à un niveau de PIB qui correspondrait à ce qui a été attendu pour le T2 2024. Donc, on aurait en gros une année d'avance, donc de ce point de vue-là. Ensuite, quand on regarde le chômage, leur prévision, c'était pour la fin d'année, en moyenne, sur les 3 derniers mois de cette année, c'était 4,5% de chômage. Or, on est aujourd'hui à 3,4%. Ça veut dire que pour arriver de 3,4 à 4,5, il faut qu'on ait des destructions d'emplois de 2 millions de personnes. Alors, ce qui paraît un peu compliqué. Donc, ce qu'on peut attendre, effectivement, c'est d'avoir, pour le mois de juin, où on aura une nouvelle publication macroéconomique pour les projections pour cette année, une révision sans doute à la hausse pour le PIB et sans doute à la baisse pour le niveau de chômage. Pour cette année 2023, évidemment, si vous avez un contexte macroéconomique qui est plus fort que celui qui était attendu, il est également probable que l'inflation sera plus lente à baisser. Alors, les projections pour la fin d'année, pour le PCE Core, ce serait 3,6% en moyenne sur les 3 derniers mois. Aujourd'hui, on est plutôt entre 4,7%. Donc, il nous faudrait quand même une baisse assez substantielle, qui n'est pas tout à fait impossible, mais qui reste quand même difficilement atteignable pour ce moment-là. Donc, à partir de ce moment-là, vous avez tous vos chiffres qui sont supérieurs à ce que vous pouvez estimer. Vous avez effectivement éventuellement la place d'aller un petit peu plus haut. Mais encore une fois, c'est pas parce que la Fed voudrait être plus méchante vis-à-vis du marché. Non, tout ça se fait en cohérence avec les données. Voilà, c'est ça. Bien sûr. Voilà, macroéconomiquement, ça a du sens. Mais je crois que ce qui est vraiment remarquable depuis le début de cette période-là, enfin depuis la période Covid, c'est systématiquement les données américaines sont supérieures à ce qu'on pouvait attendre. Et quand on regarde aujourd'hui le PCE qui a été publié aujourd'hui, donc les données de consommation aux États-Unis, on est encore au-dessus des attentes. On a un consommateur américain qui tient le coup. Et ce qui est vraiment surprenant, c'est de voir qu'on a
on a rejoint la tendance d'avant-crise en dépenses ajustées de l'inflation, c'est-à-dire que c'est comme s'il n'y avait aucun impact de l'inflation sur la capacité des consommateurs. Enfin, le consommateur américain est insubmersible, ça c'est à peu près clair maintenant. Et on a toujours cette trajectoire qui est assez élevée. Quand on regarde les données aujourd'hui de la consommation aux États-Unis ajustée de l'inflation, on est à 8,6% au-dessus de la fin 2019. Si je compare avec la zone euro, on est à moins 0,9 en zone euro. Il y a un décalage qui est, en 4 ans, on a réussi à avoir un retard de 5 ans sur les États-Unis, ce qui est quand même assez remarquable. Bravo à eux. Non mais enfin, on parlera du cas. Non mais c'est intéressant parce que le concept de pause, effectivement, alors il est un peu nouveau pour toute une génération d'investisseurs. Et c'est vrai qu'en première intention, le marché s'est dit pause égale fin des hausses de taux. Et je trouve que la communication de la Fed, alors parfois un peu cacophonique, chacun a sa lecture de la pause, mais je trouve que ça a été plutôt pas mal mené. On a réussi à expliquer que la pause, c'était une pause flexible, le temps de regarder éventuellement la situation, mais que ça n'engage en rien sur le prochain mouvement. Effectivement, il y avait quand même on a un élément structurel qui est l'inflation, et on avait un élément conjoncturel qui était celui des faillites bancaires, certes, qui évidemment pouvait avoir un impact qui était qui pouvait être négatif sur la situation et qui méritait de faire une pause pour le temps d'observer les données. Pour le moment, les données qui ont été publiées ne sont pas forcément les plus inquiétantes qui soient. Donc encore aujourd'hui, je pense que la majorité du board est plutôt sur l'idée d'une pause. On a eu par contre un discours de Christopher Waller qui devient de plus en plus important dans le système de la Fed, qui lui commence à être un peu inconfortable et qui disait que si les données macro continuent d'être aussi fortes qu'elles le sont, peut-être qu'on va quand même revenir tout de suite dès le mois de juin à 25. Je pense que vu ce qu'on a vu aujourd'hui sur le PCE, on est plutôt dans cette direction-là pour lui, mais pour la majorité, on est encore sur la pause pour le mois de juin. Et j'allais d'un point de vue tactique ou technique, s'il faut faire encore 25 parce que les données l'exigent, il vaut mieux le faire en juin avec les nouvelles projections du staff de la Fed appuyées sur la substance macro, plutôt que d'attendre le 26 juillet ou de le faire au cœur de l'été. Si les données publiées confortent cette vision, oui, ça vaut le coup de le faire. Mais encore une fois, si vous avez des révisions substantielles de PIB, du niveau de chômage et tout ça, oui, ça vaut le coup de le faire. Ensuite, si vous avez des données qui commencent à être négatives, je pense que l'idée de la pause n'est pas non plus farfelue. Bon. Le repricing a été quand même important, spectaculaire. Ça va encore très vite sur ces marchés obligataires, avec toute la volatilité que ça implique. Cyril. Clairement, il y a une volatilité très forte sur l'obligataire, mais parce qu'il y a une visibilité, on le voit bien, qui est très faible. Et la Fed, elle n'est pas magicienne non plus. Elle regarde les données au jour le jour et elle essaye d'ajuster. Je vous retrouve sur la communication de la Fed que moi je trouve très bonne. Et je trouve que la Fed restera, en tout cas si ça continue comme ça, comme vraiment une période, une gestion de sa politique monétaire assez extraordinaire. Parce qu'il faut rappeler qu'on a quand même une inflation à 9%. Et les break-even, les anticipations d'inflation sont restées sous les 3%. Donc c'est quand même assez extraordinaire d'avoir réussi à faire ça. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant, finalement, ce débat de plus 25 ou pas juin-juillet, pour moi, c'est assez technique. Peut-être que la pause n'était pas le dernier mouvement. Et puis ça, mais ce qui est le plus important, je pense, pour la Fed, c'est la suite de la courbe. Quand vous en regardez ce qui va se passer sur le deuxième semestre, il y a encore quelques semaines, on anticipait 50, 75, 100 BP de baisse de taux sur le deuxième semestre. Or, la Fed, depuis très longtemps, et elle a raison, ça serait vraiment aller dans un contresens de dire qu'elle va baisser les taux dans 6 mois, elle disait « je ne vais pas le faire ». Et le marché n'achetait pas ce scénario-là. Sauf qu'avec les bonnes nouvelles économiques, finalement, cette inversion de courbe qu'on pouvait anticiper sur le deuxième semestre, enfin que le marché anticipait, elle est en train de se normaliser. Alors le marché anticipe un peu de baisse de taux. Il anticipe une hausse de taux entre juin et juillet et après 2 baisses de taux sur le deuxième semestre. Donc c'est plus du tout des aussi forts mouvements. Et je pense que c'est ça qui va faire finalement plaisir à la Fed, c'est qu'elle aurait pu craindre finalement un scénario catastrophique où le marché anticipait des baisses de taux massifs. Elle nous dit non. Et finalement, aujourd'hui, il y a une forme de cohérence entre la Fed et les investisseurs. Après, ce qui reste vrai, c'est qu'à partir du moment où le marché price une première baisse de taux, donc ce moment a été reporté dans le temps, effectivement, ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas à décembre 2023. Tout au long de 2024, ça continue de baisser, dans l'esprit du marché, en tout cas. Dans l'esprit du marché, mais c'est moins fort. L'ampleur de cette baisse de taux, elle est quand même beaucoup moins violente que ce qu'on pouvait craindre, ou en tout cas ce qu'on pouvait voir. Et l'explication, elle est assez simple. C'est la récession. C'est-à-dire que le risque de récession qui est dans le marché, qui est une sorte de fantôme, tout le monde parle de récession, et puis quand on regarde les données, on ne la voit jamais arriver. Globalement, avec ces bonnes données macro, on se dit s'ils baissent les taux, ils ne vont pas être obligés de vraiment les baisser fortement, parce que la récession, on la craint, mais dans les données économiques constatées, on ne la voit pas arriver. Après, elle peut arriver. Je pense qu'il y a un facteur qu'il faut suivre en particulier, c'est les conditions financières et la dégradation des conditions financières qui peuvent
très rapidement inverser les tendances au niveau macroéconomique. Mais quand on constate au jour le jour, enfin quand on regarde les choses objectivement, pour l'instant, le risque de récession aux États-Unis, il a plutôt tendance à baisser qu'à augmenter. Et avec un peu de recul sur l'épisode de stress bancaire mi-mars, alors peut-être que la spirale des défaillances n'est pas totalement définitivement clôturée aujourd'hui, mais avec un peu de recul, on est rassuré sur l'ampleur du choc supplémentaire que ces événements bancaires ont pu mettre dans le système justement de la chaîne de crédit. On a des informations partielles sur ce sujet-là, mais je vais citer 2 éléments qui me semblent plutôt rassurants. C'est si vous regardez le bilan de la Fed, globalement, il a explosé durant le mois de mars et jusqu'à mi-avril. Et puis là, maintenant, il repart dans une tendance de diminution. Donc ça veut dire que les banques, elles viennent moins au guichet. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle pour le système bancaire américain. Et le deuxième élément, c'est les spreads de crédit. Quand vous regardez les spreads de crédit, en particulier les spreads de crédit high yield US, ils avaient un peu monté, mais pas explosé non plus. Et globalement, c'est un peu le calme plat pour le coup depuis plusieurs semaines. Donc tout ça va dans le sens de dire, il y aura peut-être un peu de durcissement de conditions financières, mais il n'y a pas pour l'instant de catastrophe. C'est pas le crunch qu'on pouvait redouter. C'est absolument pas le cas, en tout cas dans les données qui sont accessibles aujourd'hui. Bon, Olivier, votre évaluation de la situation américaine, le voyage vers cette destination qu'on appelle récession ou soft landing, c'est un voyage qui va prendre encore un peu plus de temps ? Moi, j'ai envie de dire qu'on est un peu dans la grande confusion aujourd'hui. Sur plusieurs paramètres. Il y a évidemment le paramètre croissance. On a de très mauvaises statistiques du côté manufacturier, mais on a des très bonnes statistiques du côté des services. On a des révisions plutôt à la hausse des statistiques économiques qui avaient été livrées en première instance. On a une deuxième confusion qui est du côté de l'inflation. L'inflation globale ralentit, mais l'inflation sous-jacente est plus que résistante ou résiliente. Et on l'a vu cet après-midi avec les chiffres américains, on l'a vu en milieu de semaine avec les chiffres anglais. Et donc, en conséquence, c'est ce que vous disiez, il y a la volatilité sur les anticipations de ce que va faire la Fed au cours de ces prochains mois et de ces prochains trimestres. Je pense que les raisons de cette confusion, elles reposent principalement sur 2 forces qui sont en train de s'opposer. La force du durcissement des conditions financières, qui est clairement récessive. Et lorsque vous regardez les enquêtes faites par la Fed auprès du secteur bancaire sur l'état de l'offre, mais également sur l'état de la demande, vous avez des niveaux qui coïncident historiquement avec des récessions. D'accord. Normalement, on a toujours une récession quand on a un tel durcissement des conditions financières. Mais en face de ça, vous avez ce fameux excès d'épargne qui est toujours là. Il s'est constitué au moment de la crise Covid. Il avait atteint, selon les estimations aux États-Unis, 2100 milliards de dollars. 1600 milliards de dollars se seraient déjà évaporés. Il en resterait donc 500. Et un papier de la Fed de San Francisco, je crois, qui a été publié début mai, indique que, a priori, ces 500 milliards vont continuer à soutenir la consommation américaine jusqu'à la fin de l'année 2023. D'accord. Donc, en conséquence de quoi, ça repousse un peu plus dans le temps cette récession tant attendue par le consensus des économistes, et consensus des économistes qui parie d'ailleurs toujours sur une récession au second semestre de cette année. Donc si j'essaye de synthétiser et de me prononcer sur ce qui va se passer, je pense qu'à court terme, on a encore de la résilience sur cette économie américaine qui tient principalement dans cet excès d'épargne. Mais on a une démultiplication des signaux récessifs qui est en train de voir le jour. Et il est probable qu'une fois que cet excès d'épargne aura été totalement dilapidé, on se retrouve dans une situation qui soit beaucoup plus difficile et qui se traduise in fine par une récession du côté des États-Unis. Ça reste pour nous notre scénario pour les prochains mois. Ouais. Est-ce qu'au moment où effectivement le surstock d'épargne sera consommé, que le consommateur américain sera peut-être plus fragile, est-ce que c'est un moment où l'inflation permettra à la Fed peut-être de réagir justement pour limiter le choc récessif ou accompagner la récession avec un adoucissement et un assouplissement des conditions financières? Comment on réfléchit à ce moment-là, qui n'est pas évident, mais qui est le prochain moment un peu critique pour la politique monétaire américaine? C'est un peu le pari de ceux qui croient au soft landing, c'est-à-dire qu'on va avoir un ralentissement de l'inflation qui va permettre de soutenir le pouvoir d'achat réel du consommateur, auquel va s'accompagner un assouplissement des conditions financières de la part de la Banque centrale américaine, de telle manière qu'on échappera in fine au scénario de récession. Mais
il est quand même difficile d'imaginer que ce scénario tienne très longtemps. Rappelons-nous, on a un marché de l'emploi qui reste extrêmement tendu à 3,5%. Et on a toutes les caractéristiques aujourd'hui d'une économie qui est en fin de cycle. Donc la question n'est pas nécessairement de savoir si tout ça se terminera par une récession, puisqu'on pense que, in fine, ça se terminera par une récession. La question est aujourd'hui de savoir quand est-ce que ça va se passer. Ça. Bon, je ne sais pas s'il y a encore des remarques sur ce voyage toujours un peu plus long que prévu vers le point d'atterrissage. Alors, soft landing, récession, on verra comment tout ça se présente. Mais d'ailleurs, Jérôme Powell, s'engage personnellement, enfin c'était quand même sa prise de position personnelle lors du dernier meeting, de dire, à titre personnel, je pense qu'il y a plus de chances qu'il n'y ait pas de récession plutôt qu'il y ait une récession. Oui, ça je pense que c'est une immense victoire justement de Christopher Waller dont je parlais avant, qui était donc, avant d'arriver au bord de la Fed, était le chef économiste à Saint-Louis, parce que lui il avait publié un papier qui était une réponse à ce qui avait été publié par Larry Summers et Olivier Blanchard l'année dernière, je crois que c'était au cours de l'été dernier, notamment sur ce qu'il faut en gros pour arriver à revenir à 2% d'inflation. Alors les projections qui avaient été faites par Summers et Blanchard évoquaient des taux de chômage qui étaient catastrophiques, montés au-delà de 7%. Et Chris Waller avait fait donc une note par rapport à cette remarque-là en indiquant que, vu les conditions extraordinaires du marché de l'emploi américain aujourd'hui, on pouvait éventuellement compter sur un ralentissement de l'inflation sans avoir besoin de détruire tellement le niveau d'emploi. Ouais. Et j'ai trouvé avec beaucoup d'élégance, en fait, Blanchard, la semaine dernière, a fait une présentation au Brookings où il a dit je pense que le team Waller est en train de remporter la partie. Et il a eu l'élégance, effectivement, de reconnaître la... Et c'est parce que tout le monde s'est beaucoup moqué de la Fed au moment où justement où ils ont commencé à évoquer la question du soft landing en disant que en fait ils pensaient qu'ils avaient les conditions macro pour pouvoir y parvenir. Et pour le moment, on va dire que le marché s'est plutôt rallié à cette configuration-là. Ensuite, ça va évidemment être compliqué, ça ne va pas être simple, mais ce qui est, je pense, assez rassurant, c'est qu'on a un niveau de PIB nominal qui est tellement supérieur à sa tendance de long terme, c'est qu'en fait, l'idée, c'est de revenir, non pas de revenir évidemment à la tendance précédente, parce qu'on n'y arrivera pas, ça serait catastrophique pour l'économie américaine, mais au moins de revenir à un rythme de croissance qui soit à peu près cohérent avec ce que peut être la capacité de l'économie américaine, et donc de revenir à cet équilibre-là sans avoir besoin de détruire tellement d'emplois. Et je pense que c'est là où ça va être important et intéressant de voir ce que publie la Fed au mois de juin pour voir à quel point elle va réviser son niveau de chômage à la baisse éventuellement pour revenir à cette inflation à 2% à long terme et effectivement de ne pas avoir besoin de venir provoquer une récession forte pour pouvoir revenir à l'inflation qu'elle souhaite. Entre aujourd'hui et la prochaine réunion de la Fed, il y a donc ce sujet du plafond de la dette. Non, mais je ne sais pas, je ne veux pas vous pousser dans des scénarios trop spéculatifs, fictionnels, du what if, etc. On peut, c'est toujours marrant. Non, mais une fois que le plafond sera relevé, qu'est-ce que va regarder le marché ? Donc, dans le compromis qui passera forcément par de la restriction budgétaire supplémentaire, est-ce que c'est neutre, marginal pour le marché ? Et puis, il y a cette question de la liquidité. Il faut bien comprendre que le Trésor américain agit déjà sous contrainte depuis le mois de janvier. Pour le Trésor américain, le plafond de la dette, il est déjà atteint depuis le mois de janvier. Et donc, depuis, on a un certain nombre de mesures d'urgence qui sont mises en place. Et le Trésor tire sur le compte courant qu'il a auprès de la Réserve fédérale américaine, qui doit être à quelques 10 milliards aujourd'hui positif, c'est-à-dire plus rien du tout. Il va falloir reconstituer ce compte courant. Et donc, tout le monde s'inquiète du déluge d'émissions que le Trésor va mettre en place dans les semaines, mois suivant le relèvement du plafond de la dette. Tout le monde se demande qui va acheter ces papiers, à quel prix, et qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur la liquidité des marchés, puisque cette liquidité, elle va être immobilisée auprès de la Réserve fédérale américaine. Alors, c'est une question qui est très technique, mais qui est importante en effet. Pour partir sur le plafond de la dette, l'idée globalement sur le marché, c'est-à-dire qu'il y aura un accord. On ne sait pas exactement quand. Ils vont certainement aller au bord du précipice et puis ils arrêteront. Mardi. Ils disent mardi. Bon. Si c'est mardi, on ne sera pas trop proche du précipice. Il reste encore une ou deux journées. Donc c'est ça, c'est l'idée du marché. Donc par contre, ce qui est intéressant, c'est si ça ne se passe pas comme ça, qui est une probabilité extrêmement faible, est-ce que c'est la bombe atomique sur les marchés ou pas ? Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il y a une sorte d'effet d'apprentissage aujourd'hui où certains commencent à dire, bon, globalement, en fait, même s'ils ne payaient pas, pendant quelques jours, est-ce que ça serait vraiment cataclysmique ?
Et c'est quand même aujourd'hui quelque chose qui commence à se dire, et je trouve que c'est intéressant de voir qu'autant en 2011, quand ça arrivait, on était dans, en fait, il n'y avait pas d'apprentissage, on arrivait face à quelque chose qu'on ne connaissait pas. Là, finalement, il y a quand même, alors on n'est pas allé à un défaut sec en 2011, mais il y a quand même une forme de rationalité dans le marché que je trouve assez intéressante. La preuve la plus forte, c'est que le SPI, à première vue, va terminer à peu près flat sur la semaine, et on nous dit qu'à dans 4 jours, ils ne peuvent plus payer. Donc, globalement, on voit qu'il y a cet effet d'apprentissage. Maintenant, une fois qu'ils se mettent d'accord, si on part de ce postulat-là, je pense qu'il y a quand même 2 éléments qui sont importants. C'est-à-dire que ce qu'ils n'ont pas émis, en effet, il va y avoir des émissions massives, mais ça veut dire aussi qu'ils n'ont pas émis pendant des mois et des mois, ils sont restreints. Et donc, il y a quand même aujourd'hui, on sait que dans le système financier mondial, il n'y a pas que les Américains qui achètent de la dette américaine, il va y avoir une demande, et donc je pense que globalement, en effet, il pourrait y avoir des petites hausses de taux sur des émissions qui se passent un peu moins bien. Mais je fais plutôt confiance aux Américains pour mettre en place un système qui leur permette à terme de passer leurs dettes. Donc je ne pense pas que ça soit un effet, on va dire, systémique, mais c'est quand même quelque chose qu'il va falloir voir au jour le jour. On peut quand même supposer que le Trésor est capable de gérer ça, et donc moi je ne suis pas particulièrement inquiet sur ce point-là. Le seul élément un peu technique, mais pour le coup ils n'y peuvent rien, c'est qu'ils vont arriver sur les mois de juillet et août, qui ne sont pas les mois les plus intéressants. Mais ça veut peut-être dire qu'ils ne vont pas y mettre aussi massivement, et qu'ils attendront peut-être, ils vont peut-être y mettre... Pour lisser ce programme peut-être sur ce qu'ils ont besoin le plus rapidement juillet-août, et puis attendre septembre pour vraiment aller vraiment de manière extrêmement importante. Voilà, c'est plutôt le sentiment que j'ai sur cette question qui est assez technique mais qui est importante. Après, voilà, le point le plus important de mon point de vue, c'est qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui n'ont pas pu acheter du papier pendant des mois et qui finalement vont quand même être contents de remettre un peu de T-bills dans leur portefeuille. Privé de dette américaine pendant des mois, donc il y aura un revenge shopping de T-bills pour certains investisseurs. Claire, enfin, ça paraît assez, assez rudimentaire comme analyse, mais c'est pourtant la réalité de ce qui, de mon point de vue, va se passer. Il y a des enseignements à tirer de cette séquence plafond de la dette, ou Nicolas ? Non, effectivement, je trouve que ce qui est intéressant, c'est cette question du niveau de risque dans le marché, où en fait, je pense que tout le monde se rend compte que c'est pas que les États-Unis ne peuvent pas payer, c'est qu'ils veulent pas. C'est pas la même chose. Et du coup, évidemment, comme c'est pas la même chose, et bien évidemment, la réaction n'est pas la même. Mais ensuite, effectivement, ça devient, je trouve même quasiment fatigant. Maintenant, ces discussions annuelles sur le plafond de la dette là-bas aux États-Unis, et surtout quand je regarde. Fatigant, oui. En même temps, ça permet d'avoir une discussion budgétaire là, un peu au forceps, mais bon. Oui, non, mais ça permet de, je sais pas, on est quoi, 31 trillions de dettes. Il y a quand même 7% de déficit encore sur 12 mois aux États-Unis, donc on n'est pas non plus dans une économie d'austérité totale. Optimale, c'est sûr. Donc c'est la méthode, mais ça permet de discuter finalement. Évidemment, ça permet de discuter. Et justement, c'est vraiment essentiellement fait pour ça. C'est que la question, évidemment, c'est les élections de l'année prochaine. Le tout, c'est d'arriver à un positionnement politique qui soit clair, justement, en vue des élections de l'année prochaine. Et quand on regarde les composantes qui sont discutées aujourd'hui par les Républicains, c'est évidemment très politique. C'est pas vraiment sur l'efficacité de la dépense publique, c'est vraiment très politique, notamment sur toutes les dépenses, sur les catégories les plus pauvres de la population et ce type de discours. Donc, c'est pas vraiment sur la nature de la dépense américaine. C'est vraiment des discussions qui sont essentiellement politiques. Et on comprend d'ailleurs, il y a des fuites évidemment un peu partout dans la presse américaine, mais l'idée ce serait de relever le plafond de la dette, pas pour 10 ans, mais pas pour 6 mois non plus. C'est-à-dire que quand même, tout le monde a plutôt envie que cette question du plafond de la dette permette d'aller au-delà de novembre 2024 et du moment électoral. Qu'on puisse y échapper pour les élections. C'est ça. C'est quand même effectivement plus positif. C'est un objectif que tout le monde peut avoir, j'allais dire, dans cette discussion et dans cette négociation. Ça paraît plus sain, oui. Ouais, d'accord. Non, mais ça pose aussi la question de la liquidité. C'est-à-dire, il y a le programme d'émission du Trésor américain, il y a tous les programmes de réduction de bilan qui sont en cours. Alors, il y a eu le petit blip, effectivement, pendant le stress SVB, mais on sent que ça y est, la réduction du bilan de la Fed retrouve son rythme de croisière. En Europe, ça va peut-être même accélérer. On va changer un peu de régime là-dessus. Que fera la Banque du Japon d'ici quelques mois ? Est-ce qu'elle aussi va peut-être bouger de sa position toujours ultra accommodante ? Cette question de la liquidité, elle n'est pas nouvelle, mais elle devient de plus en plus prégnante peut-être devant nous. Je ne sais pas si elle devient de plus en plus prégnante, mais on est toujours on est dans le mouvement en fait. Le mouvement, il a commencé il y a déjà quelques trimestres. Il s'est manifesté au travers des taux courts, il s'est manifesté au travers des taux longs, il s'est manifesté au travers des bilans des banques centrales. Et la question que ça pose pour nous, c'est de savoir quel est l'atterrissage in fine des taux longs. Et cette question de l'atterrissage in fine des taux longs, il n'est pas tout à fait lié à ces problématiques de liquidité au jour le jour, mais ça signifie que
Au mois de juin, vous allez avoir deux dimensions. La dimension taux court, où va mon taux court américain, ce qui peut aller un peu plus loin. Et je vais avoir une dimension offre et demande sur les trésoreries américains. Donc ça signifie que potentiellement, j'ai un risque d'avoir quelques tensions sur les taux longs américains, et en particulier sur le 10 ans américain, à l'image de ce que l'on voit aujourd'hui sur la dette anglaise, qui est en train pour lesquels les taux sont en train de remonter et de retrouver les points qu'on avait eu au moment des fortes tensions que l'on avait donc sur cette dette anglaise. Donc si on a ce mouvement, d'un point de vue macro, c'est pas très problématique. D'un point de vue marché, c'est pas nécessairement très problématique. Par contre, à l'intérieur des marchés, ça peut générer des mouvements de volatilité assez forts, remettre un peu sous pression certaines primes de risque. Donc pourquoi pas la prime de risque sur le crédit, et pourquoi pas les valorisations sur le secteur de la tech qui, depuis le début de l'année, a fait une marche en avant, somme toute assez spectaculaire. Donc on voit plus cette problématique de liquidité sous cet angle-là qu'autre chose. Ce qui est intéressant, c'est qu'on associe souvent, en tout cas en termes de comportement de marché, la tech ou les méga caps américaines et le luxe européen et parisien. Cette semaine, ça a été un vrai coup d'arrêt pour le secteur du luxe en bourse. En revanche, pour la tech américaine, je ne sais pas comment qualifier le mouvement, mais avec des taux qui n'ont pas arrêté de monter tout au long de la semaine, des taux courts, des taux longs qui ont remonté tout au long de la semaine, voilà, des boîtes à 30-40 de PE se sont envolées sur le marché américain et sur le Nasdaq. Oui, après, quand on regarde, si on va sur la dimension marché, quand on regarde le marché, on a quand même des comportements sur les marchés qui sont extrêmement différents d'une thématique à une autre, ou des comportements qui sont très polarisés. Prenons quelques exemples. Vous regardez le Standard & Poor's 500, il est en hausse de 8% depuis le début de l'année. Vous retirez les 5 plus grosses capitalisations, vous êtes autour de 0%. Vous prenez le Russell 2000, qui est une expression, une représentation plus large de l'économie américaine. Il est en hausse de 0% depuis le début de l'année, et depuis son point bas, il est en hausse de moins de 10%. Donc le rebond de Corporate America, il n'est pas si puissant. Ça signale que le marché, il prend un peu en compte cette confusion macro à laquelle on est confronté, et à savoir, la problématique de la croissance, elle est importante et elle touche l'ensemble des entreprises américaines, mais vous avez quelques thématiques qui tirent leur épingle du jeu. Et on voit que les grandes capitalisations américaines, les grandes tech américaines ont profité de l'effet IA, qui est là maintenant depuis quelques mois, et qui a tiré le marché américain par le haut. Et du côté de l'Europe, sur le luxe, vous avez eu la thématique de la reprise chinoise, qu'il ne fallait pas jouer sur le marché chinois, mais plutôt sur le luxe à Paris. À Paris. Oui, bien sûr. Et la correction que l'on a eue au cours de ces quelques jours est liée à deux thématiques. Première thématique, on a quand même fortement tiré les valorisations et les cours, on était un peu surachetés. Et deuxième élément, il y a quand même toujours des questions sur l'état de la reprise chinoise et des questions sur le consommateur américain qui posent la question de la valorisation des valeurs de luxe. Mais je reviens là sur ces marchés à deux vitesses, ou ces deux mondes qui cohabitent dans les marchés. Ça veut dire qu'il y a quand même toute une partie des marchés d'actifs risqués, actions, qui est prêt ou qui se prépare à l'idée d'une récession ou de quelque chose de moins porteur. Il y a deux manières de voir les choses. Il y a le bull qui va vous dire que Corporate America consolide depuis plusieurs trimestres, les small caps européennes sont très nettement en retard. Toujours en bear market. Enfin, c'est des classes des segments de marché qui sont largement 20% sous leur point haut encore. Toujours 25%. Mais oui. Et dans ce cas-là, l'incertitude économique étant progressivement levée, le scénario de soft landing étant confirmé pour les prochains mois, les prochains trimestres, vous allez avoir un rattrapage de cette partie de la cote. Les bears vont vous dire que c'est bien une illustration comme quoi la macro ne va pas si bien que cela et qu'on s'oriente vers une récession, et en conséquence de quoi les grandes capitalisations qui ont tiré par le haut les grands indices vont devoir corriger et s'ajuster au cours des prochains mois. Faites vos oui, bien sûr. Ouais.
Fascinant quand même de voir ce thème de l'IA. Alors je ne sais pas comment vous le regardez d'un point de vue de gestion diversifiée, mais la gestion thématique aussi, c'est quelque chose qui est intéressant. Encore une fois, ces boîtes-là se sont envolées tout au long de la semaine. Avec des taux qui montent, quoi. Enfin, il y a une déconnexion là totale. La puissance du thème est quand même incroyable, quoi, je trouve. Alors, je pense qu'il y a deux sujets différents. C'est-à-dire que les méga large caps, c'est 5 boîtes, c'est 6 boîtes, Microsoft, Apple, etc., Google. C'est Nvidia, il faut le dire maintenant. Nvidia maintenant fait partie, mais à la base, c'était quand même principalement ces 5 mastodontes qui tiraient l'indice. Je pense que ça, c'est beaucoup plus large que l'IA. C'est lié finalement à un mouvement de hausse de taux aux États-Unis qui avait été très violent. Et ce sont des boîtes qui ont quand même, dans le secteur techno, pesé. Et ça, il faut le rappeler, parce que c'est bien de voir que le Nasdaq est à plus 20, plus 25. L'année dernière, c'était le pire, le pire indice. Donc il y a quand même un effet rattrapage. Donc je pense que sur cet effet-là, finalement, ces boîtes profitent finalement d'avoir pas fortement surperformé l'année dernière, voire sous-performé, et finalement aussi d'un pricing power. On se rend compte que Apple, tous les trimestres, ils nous sortent des résultats qui sont quand même plutôt sympathiques. Et avoir de la visibilité, enfin si Warren Buffett en a je sais pas combien dans son portefeuille, c'est aussi que ça vaut de l'argent. Et donc finalement, dans un contexte un peu d'incertitude, d'avoir du Apple qui passe des hausses de prix tous les mois, j'exagère, mais tous les trimestres, ça vaut de l'argent, et donc les gens sont prêts à se repositionner sur ces valeurs-là. Après, sur l'IA spécifiquement, oui, certes, ça monte beaucoup, mais si vous regardez vraiment les boîtes de l'IA, il faut se rappeler qu'un indice IA action l'année dernière, ça perd 50%. Alors certes, ça aujourd'hui, tout le monde se dit c'est magnifique, et ce qui est vrai, ça rebondit fortement. Et finalement, peut-être que la bonne réponse, c'est Nvidia, c'est d'aller chercher finalement les vendeurs de pelles, tout le monde prend cette idée-là, mais les chercheurs d'or, si vous jouez les chercheurs d'or, c'est compliqué. Par contre, si vous jouez ceux qui fournissent le matériel, donc on prend aujourd'hui les microprocesseurs, voire, on parlait en Europe, ACML, qui peut être une exposition indirecte et qui a bien profité du mouvement hier, globalement, c'est peut-être ce moyen-là sur lequel il faut se positionner. Donc sur l'IA, moi je trouve que les valeurs IA, il y a peut-être beaucoup de valeurs, mais il va falloir choisir le bon cheval, et c'est quand même très compliqué, et on voit avec une volatilité qui est quand même assez extraordinaire. Par contre, si vous allez vous positionner un peu plus tôt finalement dans le process, il y a peut-être finalement moins de paris risqués et un potentiel d'exposition sur la thématique IA qui est beaucoup plus porteuse. Et Nvidia, c'est salué, mais c'est Nvidia, il y en a d'autres comme ça. C'est un vrai thème de marché, c'est la question qui m'intéresse, moi. Et quand je dis thème de marché, ça implique de la profondeur, ça implique également peut-être plusieurs secteurs, pas juste un ou deux secteurs, c'est pas une stratégie sectorielle, c'est global, multi-géographie. On en est à ce point-là déjà, ou ça reste de l'engouement très particulier pour quelques dossiers? C'est un game changer pour l'ensemble, j'ai envie de dire, de l'économie. Alors dans des mesures différentes, qu'on a du mal à évaluer. Tout le monde essaye de faire des études, mais la réalité c'est qu'aujourd'hui on est quand même dans le début du mouvement. Par contre, aujourd'hui, dans la profondeur de marché, pour jouer cette thématique-là, vous n'avez pas 500 boîtes. Donc globalement, aujourd'hui, on est quand même sur un nombre de boîtes assez restreint, et donc avec une volatilité, une construction de portefeuille. C'est difficile d'avoir un portefeuille très diversifié si vous voulez jouer l'IA, d'où la volatilité aussi des indices qui jouent l'IA, avec beaucoup de potentiel de baisse ou de hausse. Donc je dirais que sur l'impact sur l'économie, c'est un vrai game changer, mais sur un horizon, on va dire 5-10 ans, même si, et ça va un peu dans le contresens, mais sur les vendeurs de pelles, c'est maintenant. Eh ben oui, ils vendent maintenant Nvidia. Ceux qui vont vraiment en profiter, ça va être un peu plus compliqué à évaluer. Après, sur la profondeur de marché, avec le nombre de boîtes sur lesquelles on peut investir, c'est pas non plus, il n'y en a pas 500 aujourd'hui. C'est un thème macro, ou qui aura une importance macro à un moment, Olivier? Certainement. Ouais. On sera peut-être certains d'entre nous remplacés par l'IA. Ouais. Mais c'est difficile à dire. Je pense que ce qu'il y a de frappant, c'est quelques éléments que je vais vous donner de manière désordonnée. Premier élément, c'est la vitesse à laquelle ça va. ChatGPT, c'est 100 millions d'utilisateurs au bout de 2 mois. TikTok, c'était au bout de 9 mois. Donc ça va très très vite. Deuxième élément, on parle déjà beaucoup de régulation. Ce qui signifie que la régulation pourra peut-être arriver un peu plus rapidement qu'elle ne l'est arrivée pour les GAFAM. Ouais. Ça, c'est possible qu'il y ait eu un processus d'apprentissage qui permette d'avoir une régulation plus rapide. Troisième élément, on parle très rapidement, dès lors qu'on a potentiellement une rupture technologique, de productivité.
Donc la productivité, on peut l'aborder sous 2 angles. Productivité, c'est positif puisque ça va permettre d'augmenter le potentiel de croissance d'une économie. Ça peut avoir un côté négatif puisque ça peut faire une opposition entre le capital et le travail. Donc ça posera sans doute des questions. Est-ce que c'est un thème macro aujourd'hui? Non. Est-ce que ça sera un thème macro dans 5 ans? Probablement. Est-ce que c'est un thème micro aujourd'hui très diffusé? Non. Ça vient d'être très clairement dit. Il vaut mieux avoir des pelles pour l'instant que faire autre chose dans l'intelligence artificielle. Mais on va très rapidement s'intéresser aux gagnants évidents, aux perdants évidents. Pour l'instant, on ne parle pas beaucoup des perdants, mais on va en parler probablement. Et puis après, on va regarder la manière dont cette nouvelle technologie peut se diffuser dans l'ensemble du système économique. Nicolas, comment vous regardez ce thème? On en parle tous, hein, donc je sais pas. Même pour une banque centrale, j'imagine ça va soulever à un moment quelques réflexions, interrogations ou autres, quoi. Ce qui m'intéresse évidemment, c'est l'aspect macro potentiel que ça peut avoir, évidemment, du type fin des années 90, parce que évidemment, on attend tous justement un boom de productivité. Clairement, en tout cas les autorités américaines, je pense aussi les Européens, ont souhaité investir quand même assez massivement pendant la période Covid. C'est surtout vrai aux États-Unis, notamment dans le secteur de la techno. L'idée, évidemment, c'est d'avoir un boom de productivité qui puisse un jour arriver. Si jamais il arrive par là, eh bien, tant mieux, parce que l'avantage, évidemment, c'est d'arriver à tirer la croissance potentielle de nos économies. La productivité est le plus formidable aspirateur d'inflation qui soit. Également, mais par contre, ça sera un enjeu considérable pour les banques centrales, parce que, évidemment, si vous avez un aspirateur en inflation et une productivité très forte, et donc des destructions d'emplois potentiels, il va falloir soutenir l'économie d'une façon gigantesque pour pouvoir justement absorber ces pertes d'emplois qui peuvent arriver de ces gains de productivité, et pour pouvoir avoir une économie qui puisse absorber justement toutes ces personnes et d'avoir quelque chose qui soit cohérent à l'avenir. Donc ça peut être un enjeu, évidemment, formidable pour les années prochaines, et on peut le souhaiter pour les États-Unis, pour les Européens également, pour la suite des opérations, parce qu'après 20 ans d'une croissance, on va dire, notamment en Europe, stagnante, ça serait quand même plutôt une bonne nouvelle. Ouais. À propos de croissance stagnante en Europe, là aussi, il nous reste quelques minutes. Je ne veux pas passer à côté d'un des faits de la semaine sur le plan macro, c'est donc l'entrée de l'Allemagne en récession. Après une nouvelle révision massive à la baisse quand même du PIB en deuxième lecture. Alors c'est ce que je disais sous forme de boutade, la Deutsche Qualität allemande englobe pas forcément le domaine de la statistique. Néanmoins, l'Allemagne affiche 2 trimestres consécutifs de contraction de son PIB, et dans le même temps, taux de chômage, alors plein emploi, je ne sais pas comment vous le qualifiez, et des niveaux d'investissement aussi qui sont très très importants. C'est-à-dire qu'on a l'impression... Les niveaux d'investissement ? Bah ouais. Taux d'investissement en Allemagne, en niveau, donc que ce soit en dépenses publiques, dépenses des entreprises, c'est dans le PIB détaillé, oui, ça tient. C'est pas la partie qui craque. Ce qui craque, c'est la dépense du consommateur allemand, avec une consommation d'énergie, effectivement, qui a été sous forte pression, etc. Mais l'investissement et l'emploi sont pas des marqueurs là qui nous disent que le pays est en récession. Alors sur l'investissement, effectivement, on a eu une hausse de 3% sur un seul trimestre, sur ce trimestre-là. Par contre, on avait une baisse de 2,6% sur le trimestre d'avant. Et en fait, le niveau d'investissement en Allemagne en fait, est conforme à celui qui était au Q1 2019. C'est-à-dire par rapport à la tendance, on a perdu 12 points. Si je regarde les États-Unis, on est ici très largement en dessous. Si je regarde ensuite la ségrégation de l'investissement en Allemagne, si je regarde machines et équipements, qui est le plus important pour le secteur industriel allemand, là par contre, on est revenu au niveau de 2017. Donc on a quand même 6 ans de retard et on est 18% en dessous de la tendance. Si je regarde ensuite la consommation, effectivement, même chose, on est revenu en 2017, on est 3,5% en dessous de la fin 2019. Donc là, on a vraiment un problème. Si je regarde la consommation alimentaire, on est en baisse de 9,2%. Si je regarde ensuite la compensation par salarié en Allemagne, ajustée de l'inflation, on est à moins 5% par rapport à 2019. Et si je regarde ensuite effectivement l'emploi qui effectivement apparaît, on a 700 000 créations d'emplois depuis, je crois, le début 2019. Par contre, si je regarde les heures travaillées, on a perdu, je crois que c'est 330 millions d'heures travaillées. Ah bah on travaille moins, oui. En fait, si je corrige, si je prends par rapport à 2019 un nombre d'heures travaillées égal par tête, en fait, ça nous fait une baisse d'emploi de 1,8%, ça veut dire 800 000 personnes. C'est-à-dire qu'en gros, évidemment que les chiffres allemands apparaissent à peu près correctement, mais en fait, quand on regarde les fondamentaux, l'investissement, en fait, encore une fois, on a 5 ans ou 6 ans de retard en termes de croissance.
Et l'économie allemande est revenue, encore une fois, à un niveau qui est pré-pandémique. C'est quasiment la pire performance en Europe. Et quand on regarde les défis auxquels ils vont devoir faire face, notamment quand on voit notamment que la Chine, depuis la période Covid, a multiplié par 4 ses exportations d'automobiles, non, mais qu'ils aient des problèmes, je ne le nie pas, Nicolas. Le modèle économique allemand est pris à revers par l'accélération de l'histoire depuis 2 ou 3 ans. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais est-ce que c'est une récession qui doit nous inquiéter ? C'est-à-dire, est-ce que ce trimestre-là, deuxième trimestre, c'est un nouveau trimestre négatif et puis peut-être encore un ensuite pour l'Allemagne ? Ou est-ce que c'est lié à des facteurs non reproductibles ? Mais je pense que c'est sur les prochains trimestres qu'on a déjà eu. Je pense que la question, c'est pas forcément une récession qui serait terrible, qui va arriver en Allemagne. Ce qui devrait nous alarmer, et je pense au plus haut point aujourd'hui, c'est de voir à quel point on est en train de stagner depuis la période Covid, depuis même avant la période Covid, et que ça continue et que c'est parti pour continuer. C'est-à-dire qu'on n'a aucune perspective de croissance en Europe parce qu'on a une banque centrale qui est vent debout pour pouvoir contrer la demande européenne. On voit les résultats sur ce qui se passe en Allemagne, parce que là, en fait, on ne parle plus des questions d'énergie là aujourd'hui en Allemagne. L'énergie a baissé et aujourd'hui, on a véritablement une stagnation qui est opérée de la demande, une volonté même de la part des autorités allemandes, d'ailleurs, directement Nagel, là, on avait parlé, le patron de la Bundesbank, de freiner la demande. Ils veulent continuer encore à freiner la demande alors qu'elle est aujourd'hui, encore une fois, au niveau de 2017 pour la consommation en Allemagne. Et elles vont encore la freiner pour pouvoir contrer l'inflation. Donc en fait, ce qui nous attend, je pense, au niveau européen, c'est une stagnation et la poursuite de la stagnation qu'on a eue la décennie précédente. Alors que dans le même temps, justement, les États-Unis ont totalement changé de braquet. C'est ça qui devrait vraiment nous inquiéter aujourd'hui. Bon. Tout repose pas sur les épaules de la BCE, si, malheureusement, mais voilà. Il y a d'autres leviers d'action, on va dire, pour se redonner un horizon de croissance en Europe. Merci beaucoup, on s'arrêtera là pour ce soir, messieurs. Merci beaucoup pour cette discussion. Nicolas Gottsman, la financière de la Cité, Cyriaque Dayan, Sanso Yes et Olivier Ringard, Neuflis OBC, qui étaient nos invités de Planète Marché ce soir. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, une fois par mois, le dernier vendredi du mois, c'est l'occasion de retrouver Michel Remy, économiste associé de SPAC pour un décryptage économique. Bonsoir Michel. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. On décrypte un concept généralement avec vous. Alors là, c'est un concept, celui de la démographie, mais c'est surtout l'idée de comprendre le lien entre démographie et croissance. Et inflation même, peut-être, oui. Michel, on en parle pas mal en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut dire quand même de la toile de fond mondiale démographique ? C'est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, avec un vieillissement qui a l'air de s'accélérer, donc un choc démographique négatif pour beaucoup d'économies et de pays aujourd'hui dans le monde. Tout à fait. En fait, l'idée est que pourquoi il est intéressant de s'intéresser à la démographie aujourd'hui, parce que je trouve qu'il y a une insuffisante prise de conscience des gouvernements sur ce vieillissement. Et puis, c'est un petit clin d'œil à mes collègues, puisque généralement, ils s'intéressent à des paramètres, des facteurs de court terme, c'est-à-dire le PIB, l'inflation et tout. Et là, on va s'intéresser à un paramètre... Mais c'est pas beau, bien sûr. C'est le moyen long terme, et surtout que rien n'est plus prévisible que la démographie. Et donc, voilà. Et donc, aujourd'hui, en fait, il y a une hausse de la population âgée qui va créer un choc, mais c'est surtout, en fait, ça se complète par une baisse de partout dans le monde de la natalité. Et donc, on voit au niveau de la Corée du Sud, par exemple, le taux de fécondité est tombé à 0,8 alors qu'il faut 2,1 enfants par femme pour uniquement stabiliser les générations. Et c'est ce qui est très important. Et d'ailleurs, en France, il y a eu 723 000 naissances l'année dernière. C'est le niveau le plus bas depuis 1946. Et c'est ça qui est important, parce que parfois, on se dit, oui, la démographie est dynamique en France, mais en fait, on fait... C'est une idée du passé. Voilà. Moi, je suis une génération où on m'a enseigné tout au long de ma scolarité que, oui, le ménage, la femme française, le taux de fertilité, de fécondité était autour de 2, voire légèrement supérieur. On était souvent à 2,1 d'ailleurs. Enfin, moi, c'est ce que j'ai appris. Et que donc, ça y est, il y avait une forme de gloire française, démographique, de ce point de vue-là, de se dire qu'on était capable au moins de stabiliser notre population, voire de la faire croître légèrement. Et en fait, les derniers chiffres de fécondité et de fertilité en France sont pas du tout à ce niveau-là. Exactement. Il y a un ralentissement de la croissance des naissances, et c'est ce qui fait que, à terme, on va avoir un tassement un peu de cette population. Toute chose égale, par ailleurs, chère à nos chers. Oui, bien sûr. Oui, parce qu'il y a des hypothèses. Il y a aussi, c'est un scénario central lourd.
Et puis, il peut y avoir des dérives. Qu'est-ce qui explique qu'il y ait moins de naissances aujourd'hui, et que ce ne soit pas juste en France, mais que ce soit global ? En fait, d'ailleurs, il y a les préoccupations environnementales. En fait, l'idée aujourd'hui, les jeunes, ces jeunes et dont on fait partie, d'ailleurs, on se pose la question, quel monde va-t-on laisser aux enfants ? Donc, il y a une prise de conscience de dire, j'ai peut-être pas envie de faire des enfants pour leur laisser une terre un peu, on va dire, en mauvaise qualité. Et puis, il y a aussi, en même temps, une moindre génération en âge de procréer qui arrive par rapport au baby-boom. Et puis, en même temps, il y a cette volonté des femmes qui veulent, après avoir fait des études, envie de vivre d'une certaine manière. Et donc, elles ont moins d'enfants et plus tard. Donc, d'ailleurs, en France, on a 1,9 enfants par femme à l'âge de 31 ans, il faut se satisfaire là-dessus, mais c'est tardif et ça change un peu les modalités par rapport. Et puis, il y a aussi les facteurs financiers qui nous raccrochent un peu au marché. C'est le prix de l'immobilier, le prix des loyers, le coût de la vie avec l'inflation, et etc., etc. Et puis les gardes d'enfants, etc. Et tout cela fait que diverses études ont croisé, et en gros, il y a à peu près entre 13 et 30% des jeunes qui ne souhaitent pas fonder de famille pour diverses raisons. Même si le sujet, c'est intéressant, cet appel que vous lancez d'une prise de conscience de la classe politique, et c'est vrai que c'est un sujet qui est à la fois passionnant et qui mérite, je trouve, d'avoir quand même sa place dans le débat public. Pas obligé de parler de la démographie tous les jours, mais effectivement, peut-être combler une absence de ce point de vue-là. C'est pas tant le problème de la taille de la population qu'on a aujourd'hui, c'est la question de son vieillissement qui est un problème pour l'économie, en tout cas la dimension qui nous intéresse. Ah, tout à fait. C'est exactement, c'est une bonne remarque, si je peux me permettre. C'est parce qu'en fait, par exemple, on voit en France qu'aujourd'hui, on a à peu près 15 millions de seniors, c'est-à-dire 60 ans et plus. Mais en 2030, on arrivera à 20 millions. Et à l'horizon de 2060, on aura 25 millions. Donc, il y a un vieillissement. Mais ce n'est pas uniquement la France. En Union européenne, c'est encore plus rapide. Puisque aujourd'hui, on est à peu près, en 2021, il y avait 21% de la population qui était composée de seniors, mais en 2050, c'est une personne sur 3 qui aura plus de 60 ans, et c'est ce qui fait que ça pose problème en termes de dynamisme économique et de tous les challenges qui nous attendent. C'est quoi la relation d'ailleurs entre les deux ? Comment on peut l'expliquer ? Pourquoi est-ce que le vieillissement démographique, c'est pas forcément bon pour l'économie et la croissance, en tout cas la croissance économique ? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que avec le vieillissement, a priori, les personnes âgées sont moins productives, à toute chose égale par ailleurs. Donc, sauf à... Il faut intégrer l'IA générative dans nos métiers, oui. Voilà, sauf à faire appel à augmenter la productivité des personnes âgées, c'est plus compliqué, ou à faire appel à de nouvelles technologies. Mais on va supposer qu'on ne fait pas appel à tout ça. Et donc, concrètement, qu'est-ce qu'on va avoir avec le vieillissement ? On va apercevoir une baisse de la productivité, une baisse tendancielle de la productivité, qui va entraîner une baisse tendancielle de la croissance. Et ça pose problème. Ça pose problème parce que, du coup, ça va toucher le niveau de vie, ça va toucher le taux d'épargne et l'investissement, ça va toucher également la consommation, mais également aussi le taux de chômage, puisque il y a des impacts là-dessus, puisque aujourd'hui, par exemple, si une population active se réduit, se restreint, eh bien, ça va avoir des tensions sur le marché du travail, ce qui veut dire qu'on va avoir des coûts de main-d'œuvre qui vont s'élever, et ça pose des problèmes. D'ailleurs, au Japon, on le voit, le coût de la main-d'œuvre a augmenté, et certaines entreprises ont des difficultés à effectuer leur plan de charge. Parfois, elles font faillite. Et puis, aussi, c'est l'image un peu catastrophique, c'est que certaines écoles qui ferment sont remplacées par des maisons de retraite. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça pose problème. Et d'ailleurs, le ministère du Travail a dit que d'ici 2030, il y a à peu près 640 000 jeunes qui rentreraient en France sur le marché du travail, en moyenne, alors qu'il y aurait à peu près 760 000 offres d'emploi. Donc, forcément, ça ne va pas le faire. Incroyable. Ça change. Alors, encore une fois, on est d'une génération où on a connu l'inverse, d'une certaine manière. On rentrait sur le marché du travail avec un tel nombre d'offres de postes par rapport aux demandeurs d'emploi que là, le rapport de force va se trouver complètement inversé. Ça va changer complètement la nature, en tout cas, de la croissance économique et de l'économie. Ah oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle communément la silver economy, dans la mesure où, avec l'allongement de la durée de vie, il faut bien voir que la durée de vie a augmenté de 10 ans en 50 ans.
important, eh bien, ça veut dire que les dépenses de retraite vont augmenter, les besoins de médicaux vont s'augmenter. Donc, du coup, eh bien, on va avoir un vaste secteur qui va se développer avec notamment des logements adaptés aux seniors, des professionnels pour les soigner et les accompagner, puis également aussi des facteurs en termes de formation et d'emploi des seniors pour les faire travailler le plus longtemps possible. Et puis, ce qui pose aussi un peu problème, c'est que les seniors détiennent, on va dire, l'essentiel du patrimoine. Et on va dire, dans une certaine mesure, c'est peu propice à un dynamisme, puisque au lieu d'alimenter l'innovation, eh bien, les seniors préfèrent, on va dire, la sécurité. Donc, on va avoir vers des investissements en termes improductifs, c'est-à-dire l'immobilier ou l'or qui va être dans ce cadre-là. Donc c'est ça qui va être changeant dans l'économie, et donc c'est pour cela qu'il convient de s'y préparer d'une certaine manière. Oui, et puis alors là on le voit très clairement dans le débat public, ça nécessite aussi de réfléchir au système de protection sociale. Il y a la santé, mais il y a aussi la branche vieillissement, d'une certaine manière. Enfin, tout à fait. Et donc, il faut réfléchir à une protection sociale plus large qui englobe aussi ce risque-là demain. Et c'est ça, mais là on va arriver aux questions qui fâchent, c'est-à-dire qu'au-delà du coût de la dette, au-delà du coût du réchauffement climatique, de la transition écologique, il faudra rajouter en même temps le coût de la protection sociale. Et ça, c'est, on va dire, de façon objective. Puis après, il y a, on va dire, la notion de solidarité. Et comment faire supporter hausses des dépenses publiques, c'est-à-dire des impôts, pour aider son prochain, c'est-à-dire éradiquer la pauvreté, faciliter, on va dire, les soins, faciliter l'accès à l'éducation, etc. Donc c'est vrai que ça va faire un cocktail explosif pour les finances publiques. Et c'est ça qui va poser problème, quoi. Est-ce que l'idée, parce que là aussi c'est quelque chose qui revient du coup quand même dans le débat public, je dis que la démographie est complètement absente, mais on reparle de politique nataliste, ou en tout cas on entend certains discours politiques essayer de redynamiser un petit peu cette partie-là de la politique, alors qui est déjà très soutenue en France. Enfin, je crois qu'on a une politique soutenue pour la natalité. Est-ce que ça c'est un levier encore sur lequel on peut agir pour essayer de reporter, atténuer justement ce mouvement de vieillissement, ou est-ce qu'il faut avant tout se concentrer sur la question du coût du vieillissement en France, par exemple, et comment est-ce qu'il va être supporté et réparti? Gérer les deux, mon commandant. Dans la mesure où, en fait, je dirais que l'homme politique qui dirait vive les enfants, ce serait très bien, mais à côté de faire des enfants, il faut accompagner, c'est-à-dire qu'il y a toutes les gardes ça d'enfants. Ça se décrète pas. Voilà. Enfin, je veux dire, on peut inciter on reste financièrement même. La Chine, ouvre la politique de l'enfant unique depuis des années maintenant. C'est pas pour ça que ça marche. Oui, même les pays de l'Est, l'Allemagne de l'Est à l'époque avait un salaire pour les femmes qui restaient à la maison. Non, mais ça pose ce type de problème. Mais donc du coup, bien sûr, il y aura du soutien, il y aura même, on va dire, une nouvelle organisation du travail, mais surtout, en fait, les alternatives reviennent à deux aspects qui sont, on va dire, aussi explosifs, c'est-à-dire relever l'âge de départ à la retraite et autoriser davantage d'immigration. Alors bien sûr, ces démarches vont être compliquées parce que quand on voit uniquement rien que ce qui s'est passé ces quelques semaines et mois sur la retraite, porter la retraite à 70 ans, ça pose problème. Quant à on va dire à l'immigration, ça pose des problèmes politiques et en même temps en termes d'intégration, et là ça pose ce type de problème. Petite anecdote, c'était les chiffres du Royaume-Uni sur l'année 2022 qui a été une année record d'immigration nette au Royaume-Uni, 6 ans après le vote du Brexit, qui s'est joué en très large partie sur la question de l'immigration. C'est 2 fois plus que le niveau record d'immigration qu'on avait avant le vote du Brexit. Pourquoi ? Parce qu'il y a un pragmatisme, il y a pas de main-d'œuvre. Les boîtes, pour tourner, il faut bien qu'il y ait quand même de la main-d'œuvre qui puisse venir. Et je crois que c'était hors Union européenne. Et c'est ça qui est important. Exactement. Et c'est ce qui fait que c'est important. Mais c'est ce qu'il faut voir. Donc après, il faut avoir une vision de long terme. Et là, il faut ménager les courts termes avec le long terme. Merci beaucoup Michel, merci pour cet éclairage précieux sur les questions démographiques et leurs implications sur nos économies, sur la croissance, sur l'inflation. Michel Rumi qui est avec nous une fois par mois, économiste associé de la plateforme SPAC pour ce décryptage éco dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse à 17h45. Voilà pour cette édition ce soir. Très bon week-end, on se retrouve non pas lundi mais mardi à 12h30 sur Bismart.